Bienvenue à vous sur T18. Chaque semaine, on décrypte ensemble ce monde des médias en pleine révolution. Au sommaire de cette 10e émission, méfiez-vous des contrefaçons. À la télé comme sur le net, ils luttent contre les fake news en démontrant comment ça marche. Jamie Gourmaud est notre premier invité. Et puis, de contrefaçon, il en sera aussi question avec Sébastien Liébus, le patron du Gorafi. Le site satirique devient aussi un journal papier vendu en kiosque et c'est un sacré défi. Enfin, on vous emmène en coulisses de Culture Clash, le grand show qui réunit des stars du net et des jeux télé. Et on vous racontera bien sûr les dessous de l'annonce événement de la semaine, annonce signée Céline Dion. Vous êtes prêts? Pure Média Lebdo, c'est maintenant. Bienvenue sur T18, mais également sur Pure Média, le site de référence de l'actu des médias. Alors tout au long de l'émission, vous réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Pure Média Lebdo. Notre journaliste expert média cette semaine, à mes côtés, c'est Hugues Dago. Bonjour Hugues. Bonjour Virginie. Vous animez notamment le podcast La Ligne, des interviews de dirigeants de médias relayés chaque semaine sur le média Stratégie. Et notre premier invité est un puits de science, une arme anti-fake news à lui tout seul. Bienvenue Jamie Gourmaud. Bonjour Virginie, bonjour Hugues. Merci beaucoup d'être avec nous, un bonheur de vous recevoir. On vous reçoit aujourd'hui notamment parce qu'il y a une enquête de l'IFOP qui a été publiée ces derniers jours. 2000 Français qui ont été soumis à un quiz sur la désinformation et les résultats sont absolument catastrophiques. Note moyenne de 5,4 sur 20. On est absolument désarmé face à ces fausses informations. Est-ce que pour vous, le prisme scientifique vous paraît être le meilleur allié pour lutter justement contre ces fake news? Alors c'est un allié. C'est vrai que la méthode scientifique permet de se poser des questions et suggère d'aller vérifier. La méthode scientifique ne fait pas tout parce qu'à un moment donné, il faut retrousser ses manches et aller chercher une vérification d'informations, vérifier une source. Il y a des petites alertes quand même. C'est ce qui est intéressant dans cette étude. C'est-à-dire que c'est un test qui a été fait auprès de téléspectateurs, 2000 Français, d'utilisateurs de sites. Et ils n'ont pas été capables, ou très peu ont été capables, de repérer une fake news. Voilà. Ça veut dire aussi que ceux qui les propagent sont très malins. Et oui, voilà. forcément. Et alors, désamorcer, justement, comment on fait? Est-ce que vous utilisez des moyens différents, des angles surtout différents d'attaque? Alors, c'est-à-dire que nous, quand on fait un sujet, d'une part, il est très documenté. Donc, on ne se pose pas la question de faire une fake news, on fait une news. Voilà. Donc, il est documenté, il est argumenté, et on fait en sorte que on ait tous les éléments pour ne pas se poser de questions. Voilà. Et puis, si on s'en pose, nos abonnés, nos followers ont la possibilité, quand c'est sur Épicurieux, de prendre contact avec nous. Quand c'est une émission pour France Télévisions, Le Monde de Jamie, là, on travaille avec précision, avec des journalistes, on vérifie nos informations 2 fois plutôt qu'une. Mais vous avez jamais été pris à revers, parce que ça arrive à des journalistes aussi de se faire avoir. Alors, il faut pas confondre fake news et erreur. Il nous arrive de faire des erreurs, comme tout le monde. Et quand une fake news est diffusée, publiée, il y a une intention. C'est-à-dire que celui qui publie la fake news sait que c'est faux, au départ. Voilà. Ensuite, c'est relayé par des gens qui adhèrent à ces idées, mais au départ, il y a une intention de publier une fake news. Nous, il nous arrive de faire des erreurs. Voilà. Quand on en fait, on les corrige. Alors justement, ces fake news, ça ne date pas d'hier, Non. En l'occurrence, Hugues Dago. Non, c'est pas du tout un phénomène qui date d'hier. Au moment du confinement, on avait vu, c'était un temps fort, on avait vu beaucoup de fake news pulluler sur Internet. Effectivement, vous avez raison Virginie, ça ne date pas d'hier, je vous propose de regarder. Lorsque nous scrutons l'horizon, il ne montre pas la courbure évidente que l'on s'attendrait à voir sur une Terre sphérique. Ce phénomène
souvent constatée, pourrait être une indication que la Terre est effectivement plate. C'est pas faire du conspirationniste ou quoi que ce soit pour dire que le virus du sida n'existe absolument pas. Même le professeur Luc Montagnier qui l'a trouvé a bien dit « Non mais attendez, on avait fait une modélisation, mais en fait c'était pour de rire, on avait dessiné ça avec des copains un soir où on était bourrés, mais il n'y a pas de virus du sida. » And then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Alors la Terre est plate et tant d'autres fadaises qu'on a pu entendre. Bon, c'est pas un phénomène qui est nouveau. Est-ce que vous diriez, Jamy, que le Covid a un effet démultiplicateur sur la propagation des fake news? Je pense que ça a montré à beaucoup que la diffusion de fake news pouvait être efficace. Et puis, ça a permis aussi à tous ceux qui sont sensibles à ce genre de fausses informations, eh bien de pouvoir trouver de quoi se nourrir. Après, il faut jamais oublier tous les ressorts qui existent autour des fake news. Pourquoi les gens adhèrent à certaines fake news? Il y a plein d'éléments, hein, c'est une conjonction de facteurs. Il y a notamment un facteur qui consiste à trouver dans cette fake news une sorte de reconnaissance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont adhérer à cette fausse information parce qu'ils se disent, voilà, moi je sais, et moi je m'identifie, je fais partie de ceux qui savent. C'est très bon pour l'ego. Donc, on va chercher des choses comme ça à travers la fake news. Hugues parle de la pandémie de Covid. Effectivement, à ce moment-là, il y a une diffusion extrêmement massive. Massive. La première avec autour des vaccins. Bien sûr. Voilà, la remise en cause, la remise en question du principe même de la vaccination. Et c'est à ce moment-là, vous, en tant que Jamy Gourmaud, vous vous dites, c'est là où il faut que j'intervienne. Vous lancez quand même dans des vidéos qui sont presque quotidiennes. Tout à fait. Là, on a fait très rapidement, j'ai fait une vidéo pour expliquer concrètement comment fonctionnait le principe de la vaccination. Expliquer que la vaccination avait sauvé beaucoup plus de vies que ceux qui la condamnent prétendent qu'elle en aurait détruit. Donc j'ai expliqué, je suis même allé jusqu'à expliquer comment fonctionnait le vaccin ARN messager. Voilà. Donc parce que c'est de la mécanique à un moment donné. C'est pas si compliqué que ça à comprendre. Voilà, c'est même pas compliqué du tout à comprendre. Toutes ces vidéos que vous lancez, et puis évidemment la chaîne YouTube aussi, Épicurieux, qui cartonne à ce moment-là. Le premier numéro, on le voit, c'est avec Hugo Décrypte qui était à vos côtés. Est-ce que vous avez besoin d'un petit jeune? Pourquoi avoir choisi Hugo? Alors, c'est pas un des premiers numéros, ça c'est vraiment ce qu'on fait souvent, nous, sur les réseaux, c'est on fait des collabs. Voilà. C'est-à-dire qu'on va chercher un autre visage, un autre influenceur, même si là, je pense que vous avez plus affaire à 2 journalistes qu'à 2 influenceurs. Voilà. On peut être influenceur et journaliste, non? Voilà. Oui, on peut, pourquoi mais pas moi, je ne me considère pas comme influenceur. C'est dégradant comme non, du tout. Mais je continue mon métier de journaliste à travers de nouveaux supports. Voilà, En fait, vous souhaitez influencer, mais intelligemment, avec la vérité. C'est-à-dire avec les vrais faits. Oui, j'aime pas le terme d'influence a une connotation négative. Mon objectif n'est pas d'influencer avec cette connotation négative. Moi, mon objectif est de distribuer, de publier des informations, des contenus qui sont vérifiés, qui nous permettent de nous enrichir culturellement. Pas que la science, l'histoire, la vie quotidienne et tout un tas de sujets. Hugues Dago. Il y a un phénomène en ce moment, je ne sais pas si vous l'avez vu, Jamy, il y a pas mal avec l'IA forcément, des fruits et légumes générés par IA qui se font passer pour des super aliments avec plein de bienfaits pour la santé. Je vous propose de regarder. Mangez un carré de moi pour sauver votre émail. J'ai de la théobromine qui durcit vos dents mieux que le fluorure. Oui, vraiment. Hé l'ami dégarni, c'est moi l'oignon. Je combats la chute des cheveux comme un chef. Frotte mon jus sur ton cuir chevelu et regarde tes cheveux repousser comme par magie. Nous, c'est les poumons. Donnez-nous du brocoli, c'est notre bouclier contre la pollution. On veut respirer, bordel. Bon alors, ce ne sont pas des aliments miracles, tout ça c'est faux scientifiquement, mais ça fait des milliers de vues, ça cartonne. Vous en pensez quoi, Jamy, de ce phénomène?
Est-ce que c'est fait pour être drôle? Quel est l'objectif, en fait? Parce que c'est drôle quand on voit ça. Les images sont marrantes et tout, mais bon sang, se frotter le cuir chevelu avec des oignons pour les regarder pousser, je veux dire, mais c'est Mais alors pourquoi on y croit? Pourquoi on l'accroche? insensé. Je ne sais pas si on y croit. Moi, je Ouais, ne c'est sais la pas question que je du vous pose. tout. Mais je ne le sais pas. Moi, je n'y crois pas. Est-ce que vous pensez que les jeunes accrochent davantage? Parce que la manière dont c'est fait, dans ces tournées... Alors là, je vais vous dire, je ne peux pas vous dire s'ils accrochent. C'est à eux qu'il faut le demander. Et là, moi, je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Immense carrière. Mais Ouais. personnellement, je ne l'aurais jamais fait. Parce Jamais qu'il y a fait un de quoi? mélange parce qu'il y a un mélange des genres. Il y a un mélange des genres entre l'humour, parce que c'est drôle, c'est sympa à voir, et la fausse idée que ça peut suggérer. La fausse information. Voilà. Ouais. Et donc, quand on fait de l'humour, il faut vraiment qu'on sache c'est de l'humour. J'étais partie, je recommence. Allez-y. Immense carrière, parce que c'est vrai, ça vous va bien cette intonation d'immense carrière, Jamie Gourmaud. Bien sûr, c'est pas sorcier, on va y revenir quand même, des images. Le monde de Jamie sur France 5, je viens d'évoquer Épicurieux. Votre livre aussi, bien entendu, dont on va parler dans quelques instants. Premier roman qui vient de sortir, mais surtout votre carrière, Jamie Gourmaud. Votre carrière façon flash, vous allez le voir, arrêt sur image rapide en 3 photos. Quand vous créez un concept et que dans les jours qui suivent, vous êtes capable d'aligner 150 thèmes d'émission, et que sur chacun d'eux, vous voyez globalement comment ça va se passer, vous dites, l'idée, elle n'est pas trop mauvaise. Voilà. Donc, après c'est le public qui décide. Mais je crois qu'on a réussi à faire une mayonnaise à ce moment-là qui était... Et l'émission, elle existe encore sous une autre forme. Ça s'appelle C'est toujours pas sorcier. C'est sur France 4 et l'application Oku. On a changé le casting également de présentateur puisque vous n'en êtes plus. Est-ce que vous regardez encore? Non. Ah, non, je voilà. ne regarde pas, tout simplement parce que j'ai pas tellement le temps de regarder la télévision. Bon, c'est que pour ça? Non, franchement. Histoire d'envie un peu, Mais- non? Non, parce que c'est pas le type d'émission que je vais regarder aujourd'hui pour aller m'informer. Voilà, parce que je vais retrouver dans cette... J'en ai regardé quelques-unes au début. Ouais. Voilà. Mais je ne vais pas y trouver ce que je cherche dans une émission. Vous cherchez quoi aujourd'hui dans une Voilà. émission? Quand je prépare une émission, je cherche des informations, voilà, des contenus pour préparer mon émission. Ah bon, aujourd'hui, on en donne avec l'émission Pure Média l'Hebdo. Deuxième photo pour parler de votre carrière. Je fais 2 dans 3, c'est bien. Deuxième photo, regardez. L'Etna, évidemment, en éruption. Alors là, c'est un moment assez magique. Oui. C'est en 2001. Vous allez le pitcher vous-même. Vous assistez à cette éruption. Alors c'est un moment très important parce que ça va être aussi le début d'une passion personnelle pour les volcans. On est en 2001. Conjointe avec vos enfants, d'ailleurs. Mes enfants, mon épouse. Oui. Et on est en 2001 et on assiste au réveil de l'Etna. Alors on entend assez souvent en ce moment parler de l'Etna. Il se réveille régulièrement. À l'époque, je crois qu'il ne s'était pas réveillé depuis 12 ou 13 ans. Donc, et on se trouve au pied de l'Etna. On dîne dans un restaurant au pied de l'Etna au moment où il entre en éruption. Mais ça se prépare une c'est- émission, Jamie, on connaît le pitch. Est-ce que vous saviez qu'il y avait une possibilité d'eux? Est-ce que Alors, auquel cas- je vous raconte l'histoire. Dites-moi. À 16h, je suis en train d'interviewer de l'autre côté de l'Etna un scientifique, un volcanologue français, qui analyse à travers les fumées. Vous savez, on analyse les fumées et on devine la concentration de tel ou tel type d'éléments dans le magma. Le magma quand il est à l'intérieur, la lave quand il sort. Et il me dit, on s'attend au réveil. Et quand? Il ne veut pas prendre de risque. Il me dit d'ici quelques semaines. Et puis on continue et il me dit quelques jours. On arrête l'interview. Et à la fin de l'interview, il me dit restez dîner pas loin parce que je pense que c'est pour cette nuit. Incroyable. Incroyable. Troisième photo pour parler de votre carrière. On aurait pu en avoir plein, Jamie, mais on est obligé de se contraindre. Regardez. Alors là, j'imagine que vous reconnaissez, c'est le mur de Berlin, la chute du mur de Berlin. Vous avez 25 ans à l'époque et vous êtes sur place. Vous êtes décidément partout. Voilà. Alors au moment où il tombe, je n'y suis pas encore. Je vais arriver 3 jours après. Voilà. Et vous décidez de consacrer un documentaire. Voilà, mais à l'époque, je suis derrière la caméra. Enfin là, je suis journaliste freelance, voilà.
C'est mon premier documentaire de ce nom. Au début, je me destinais d'ailleurs à une carrière de reporter. J'adorais. On va continuer à vous raconter dans un instant, évidemment, toutes les infos médias, les coulisses de l'annonce événement cette semaine des concerts, j'allais dire mais des concerts de Céline Dion à Paris. Mais tout de suite, Jamie Gourmaud, on continue de parler de votre actu. Et quelle actu? Il y a Le Monde de Jamie sur France 5, le dernier numéro tout chaud sur le sucre. Précisément sur le sucre, comment réduire la dose. On se pose tous cette question. Le sucre, on dit que c'est extrêmement mauvais. On ne va pas faire la théorie aujourd'hui. Mais on a l'impression que vous êtes mis vraiment dans la peau d'un biologiste. Et vous le dites tout souvent, je ne suis pas scientifique, moi je suis journaliste. Je suis journaliste. Ouais. Je suis journaliste. Mon rôle, c'est d'expliquer. Enfin, moi, c'est le rôle que je m'attribue. Voilà. J'aime bien expliquer les choses pour qu'ensuite... donner des clés pour qu'ensuite le téléspectateur se fasse une idée. Et donc, là, ce n'est pas une émission de santé, c'est une émission de biologie. Pour comprendre, finalement, à quoi sert le sucre, pourquoi on l'aime, comment on devient accro. Et puis, effectivement, il y a quelques conseils ensuite pour essayer de réduire cette fameuse dose. Parce que vous avez dit, il est mauvais, mais il est bon aussi. Il ne faut jamais oublier que c'est là l'ambivalence. Voilà. Et le bon sucre et le mauvais sucre. Mais, il y a d'abord du bon sucre. Je veux dire, votre cerveau, le vôtre, le mien, consomme 4 grammes de sucre à l'heure. Donc, on a besoin de sucre. Voilà. Sauf que, il se trouve que, et ça, c'est lié à l'évolution. Mais non, tous, on a tous le même cerveau. On a tous le même cerveau. Voilà. Sauf que, au fil de l'évolution, a fait en sorte que notre organisme est capable de le stocker pour faire face à des périodes de pénurie. Ça, c'était il y a quelques centaines de milliers d'années. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus de pénurie. Le sucre, il est à portée de main. Voilà. Et il y a aussi des mécanismes d'addiction qui viennent se greffer là-dessus. Donc, on a tendance à manger trop de sucre. On en mange aujourd'hui en moyenne 20 morceaux par personne. Ouais. Il y a 2 siècles, on en mangeait 4. Pour bien faire, on devrait en manger 5, 6. Et on ne devrait pas en dépasser 10. Plein de questions de téléspectateurs pour vous, cher Jamie. Juste une avant le sucre, vous avez un numéro sur le plastique ou encore comment s'habiller sans essorer la planète. Est-ce que vous êtes encarté écolo? Non. Non, point. Bon. Prochain numéro, c'est en préparation, c'est sur quoi? Je ne peux pas vous le dire. C'est pas sympa sur une émission média. Oui, mais vous balancer, on a allez, de manière assez large, on va parler de nos infrastructures routières face au réchauffement climatique. On va aussi parler des noyades, l'été. On a 4 émissions en chantier. 4 émissions en chantier et vous n'arrêtez pas. Voilà. Sur France 2, vous avez co-présenté Sommes-nous tous racistes, puis cette saison Sommes-nous tous sexistes. Alors là encore, c'est basé sur des expériences sociales. C'est vous, c'est ça, c'est l'expérience quoi qu'il arrive, qu'elle soit scientifique, sociale. Ce sont des faits. Voilà. Moi, j'aime les faits. Et ensuite, il y a des experts qui les décryptent. C'est exactement ce qui se passe dans cette émission Sommes-nous tous, voilà, où on fait des expériences qui mettent en évidence des comportements, voilà. Et ensuite, on a un expert, là, c'est Sylvain Delouvet, un psychosociologue, enseignant-chercheur, qui décrypte tous ces comportements. Et vous allez faire une saison 3 ? Oui. Sur quel thème ? Alors ça, je n'ai absolument pas le droit de vous le dire. Je ne peux pas. C'est dur, c'est dur. Vous êtes obligé de revenir, cher Jamie. Avec plaisir. C'est juste la question, je vais vous embêter un peu, mais c'est pas un peu donneur de leçons, ces titres-là? Sommes-nous tous racistes, sommes-nous tous sexistes? Non, c'est pas donneur de leçons du tout. Ouais. C'est vraiment une question, c'est une question de base. Et l'objectif n'est pas du tout de se donner, donner des leçons. Vraiment, l'objectif, c'est de comprendre, encore une fois, les mécanismes. Sur Sommes-nous tous racistes, et comment on va passer finalement de stéréotypes aux préjugés, puis des préjugés à un comportement raciste. Et c'est de comprendre cette mécanique et de comprendre que finalement, on est toutes et tous confrontés à cet enchaînement. Cet enchaînement, oui. Voilà. Et qu'à un moment donné, on peut l'éviter.
Je vous remercie, je suis rassurée. Jamie Gourmaud, invité de Pure Média, l'hebdo cette semaine, à suivre évidemment les coulisses du concert événement, des concerts événements de Céline Dion. Puis nous recevrons le patron du Gorafi, Sébastien Liébus, site satirique qui devient également un journal. Et cela, c'est dans les kiosques depuis quelques jours. Mais avant cela, eh bien, ce sont les Pures Infos signées Thierry Dagiral. Et on commence avec un retour, celui de Masked Singer, 9e saison. On comptait les dodos, on était impatients. Regardez ce qu'on a ici, le trophée de Masked Singer. Ce sera le 24 avril sur TF1, toujours présenté par Camille Combal. L'équipe des enquêteurs ne change pas, mais le casting des personnalités qui devront chanter prévoit des stars françaises et internationales. 23 célébrités au total, des déguisements inédits et même un flash mob avec une prestation en extérieur. 2 jours avant, le 22 avril, nouveau prime en direct sur W9 pour Cyril Hanouna. Chérie, va se passer un truc fou. La grande régalade qu'il avait déjà présentée sur C8. Vous partez au soleil, dans le numéro 1 des clubs de vacances. Réaliser les rêves des téléspectateurs, des surprises et de l'émotion. On vous offre une maison. Bref, la star de W9 continue de recycler toutes ses prods qu'il avait sur C8. La nouvelle ministre de la Culture était sur France Inter lundi. Bonjour Catherine Pégard. Bonjour. Merci. Pas de réforme de l'audiovisuel public dans les prochains mois. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas un texte sur le service public, je ne le sais pas. Je pense qu'il ne faut pas abandonner l'idée de cette holding. Aux oubliettes donc pour le moment, la fameuse holding qui devait réunir France Télé, l'INA et Radio France. C'est le coup dur de la semaine. Prisma, le numéro 1 de la presse magazine en France qui appartient à Vincent Bolloré, supprime 261 postes, ça représente 40% des effectifs. Et cela concerne des journaux comme Capital, Géo, Femme Actuelle, Voici ou Télé Loisirs. La direction met en avant la décroissance de la presse papier. Les syndicats, eux, parlent de carnage. Voici la série qui sera projetée en ouverture de Cannes série. Alfman qui sera diffusé sur HBO Max. Cannes série, c'est le festival dédié aux séries du monde entier qui se tient du 23 au 28 avril prochain à Cannes. Plein de nouvelles séries en compétition, des documentaires aussi, mais quel est le coup de cœur du patron du festival, hein? Je ne donne en général pas de préférence parce que pour moi toutes les séries se valent et les séries qui sont en compétition, on laisse le jury décider. J'irai plutôt sur le hors compétition où il y a Avenue Californie et Paris Police 1910. Rendez-vous donc sur la Croisette dès le 23 avril. Pour finir, qu'est-ce qui se passe donc à l'étranger côté émission en ce moment? Vous venez d'entrer dans la compétition culinaire la plus intense jamais vue au Québec. C'est tout nouveau sur la télé canadienne, c'est un format américain, 24 chefs qui relèvent 24 défis en 24 heures chrono. Le cadran va partir, il ne s'arrêtera qu'à 24 heures pile. Let's go, Brock! C'est à la fois un show, une compétition culinaire et un marathon gastronomique. Et puis l'actu média de la semaine, c'est aussi la commission d'enquête sur le service public qui se poursuit à l'Assemblée avec l'audition de Nagui mercredi. Une audition qui a été très tendue entre le rapporteur et l'animateur. Est-ce que vous suivez cette commission d'enquête? De loin, mais je la suis, oui. De loin? Pourquoi de loin? Mais parce qu'il faut avoir le temps. C'est toujours une question de temps, en fait. Mais évidemment. Voilà, quand on est aimé, on est affairé comme jamais. Votre livre, cher Jamie, il est avec moi. Jamie Gourmaud, Les ailes de la forêt. Voilà votre premier roman paru chez Albin Michel. Un grand roman d'aventure au cœur de la nature. Alors, c'est vrai que c'est une histoire tout à fait étonnante. Mais avant cela, avant de pitcher juste, j'aimerais comprendre pourquoi avoir attendu tant de temps avec autant de talent pour écrire ce premier roman. Parce qu'il faut se sentir capable d'écrire. J'avais écrit d'autres choses auparavant, mais un roman, c'est une autre aventure. Et il faut, encore une fois, il faut du temps. Et il faut trouver l'histoire. Il faut la mettre en scène. Et je ne me sentais pas capable jusqu'à présent. Et j'avais besoin de ce recul, de cette maturité pour pouvoir l'écrire. Bien fait d'avoir. C'est un vieux rêve. Un vieux rêve, ouais, mais qui devient réalité et qui va certainement bien marcher. L'histoire d'Émile, donc un chasseur de papillons et aventurier qui part en Guyane pour trouver une espèce très rare. Il va devoir affronter la nature, les trafiquants. Mais c'est aussi évidemment une histoire d'homme avant tout.
Tout à fait. C'est un personnage. Alors, il faut replacer le contexte. Hein. On est entre 1923 et 1926. Ouais. C'est une période pendant laquelle il y a un véritable engouement pour le papillon. Il y a des collectionneurs partout. Il y a dans Paris des cabinets d'entomologie qui vendent des papillons un peu partout. Et des gens qui sont prêts à dépenser des fortunes, hein, mais même des papillons qui valent le prix d'une voiture de luxe à l'époque. Et donc, ce chasseur de papillons qui a du mal à joindre les deux bouts avec son épouse dans leur cabinet, décide de retourner en Guyane, où il a passé une partie de son adolescence, pour trouver une famille de papillons, une espèce, et surtout un spécimen extrêmement rare. Et il va revenir à Paris ensuite. Je ne vous dis pas pourquoi, parce que vraiment, c'est un roman dans lequel on est confronté à deux jungles, celle de la forêt guyanaise, qui est un décor moi, que j'aime beaucoup, qui est très dur, et puis le décor, la jungle des années folles à Paris. Voilà. Vous avez réussi à joindre. Je viens de planter le décor. Voilà. On a hâte, on a hâte. Les ailes de la forêt chez Albin Michel, donc dans toutes les bonnes librairies. Et on va ensemble, je vais y arriver, décortiquer le fait média de la semaine avec vous, cher Hugues. Oui, l'annonce, c'est... Ah bah oui, Eh bah oui, le jingle, allez-y. Oui, l'annonce est tombée ce lundi sur France 2 après un sacré teasing. Regardez. Et puis dans l'actualité, ne manquez pas dans quelques minutes en exclusivité sur France Télévisions une annonce planétaire en lien avec toutes ces affiches que vous avez vues dans Paris ces derniers jours. C'est le gros suspense de ces derniers jours. Des milliers de fans de Céline Dion espèrent sans trop y croire le retour sur scène de la star planétaire. Depuis hier, les téléspectateurs sont avertis. Rendez-vous dans quelques minutes à 21h05 sur notre antenne. C'était les nouvelles du monde en ce lundi 30 mars, mais surtout ne zappez pas. Dans quelques secondes maintenant, en exclusivité sur France Télévisions, ce sera la fin du suspense. Cette annonce planétaire que je vous ai promise. Et ce soir, restez avec nous. Vous allez découvrir dans quelques instants la magnifique surprise que vous réserve France Télévisions. La magnifique surprise. 21h12, fin de l'annonce officielle. On sait que Céline Dion sera donc de retour sur scène après 6 ans d'absence. Mais je peux vous le dire, en fait, ça fait un an que les médias savaient qu'elle reviendrait. 1 an qu'ils se battent d'arrache-pied pour avoir l'exclusivité de cette annonce. France 2 donc a gagné l'exclu télé. Après, ils m'ont dit de longues négociations avec la productrice Jackie Lombard et l'équipe rapprochée de Céline Dion. Pour la date, il y avait consensus, il fallait communiquer avec une date clé, c'était donc la date d'anniversaire de Céline Dion. Pour l'annonce en tant que telle, au départ, en fait, ça devait être pendant le journal, en plein direct, en même temps que le scintillement de la Tour Eiffel, sauf que ça vous a pas échappé, on a changé d'heure. On est passé à l'heure d'été. Donc ça fait qu'en fait, il fait nuit plus tard. Et donc ça veut dire qu'ils ont dû décaler finalement l'annonce donc après le journal télé de 20h. Et c'est la raison pour laquelle on me dit que Léa Salamé n'était pas au courant de cette annonce. Même si, bon, avec le teasing XXL que vous avez vu, elle avait quand même une petite intuition. Non. À France 2, ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y avait que 2 personnes qui étaient au courant. La patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, et son numéro 2, Stéphane Simon Gomez. Côté audience, en tout cas, c'est un joli coup pour France 2. Hein. Audience suivie par plus de 4 millions de téléspectateurs, près de 20% d'audience, c'est pas mal. Et côté billetterie, vous l'avez vu, c'était un déchaînement. Le site pour accéder aux préventes était complètement saturé. Donc forcément, c'est sûr, à la fin, il y aura des frustrés. Mais j'ai une autre info pour vous. Sachez qu'en ce moment... Sera, c'est ça l'autre info? Non. Allez-y. J'ai une autre info pour vous. En ce moment, France 2 est en train de discuter pour essayer d'obtenir la captation vidéo du concert. Oui. C'est pas mal. Là aussi, ce serait un joli coup en attendant. D'ici là, et cette fois-ci, c'est une info du Parisien qui nous annonce que Jean-Jacques Goldman a écrit une nouvelle chanson pour Céline Dion qui devrait sortir le 17 avril. Espérez pas moins, évidemment. Vous y serez ou pas à l'Arc de Défense Arena? Ah si. Vous êtes fan de Céline Dion? Alors, c'est très marrant parce que au début, c'était pas ma tasse de thé. Et puis, je me suis retrouvé en tournage au Canada, en plein hiver. Et la journaliste avec qui on tournait était fan de Céline Dion. Donc, dans nos traversées d'espaces blancs glacés et tout, elle nous a imposé du Céline Dion dans la voiture. Imposé. Et
et je suis devenu, alors pas fan, mais il y a des titres que je trouve sublimes. Voilà. Bon, dans un instant... C'est quand même un truc... fabuleux. Dans un instant, je vous l'ai promis, on parlera du Gorafi, le site satirique qui devient un journal papier. Et c'est plutôt audacieux quand on sait que la presse écrite s'effondre pas mal en ce moment. Mais d'abord, Génération Jamy. Ouais, on peut le dire, Génération Jamy. Je le disais tout à l'heure, toute une génération qui a grandi, comme moi d'ailleurs, avec ses pas sorciers. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir créé des vocations? Alors, j'ai pas le sentiment, mais on me le dit. Il m'arrive très très souvent de rencontrer, alors je vais dire, des jeunes maintenant, ils commencent à avoir 30, 35 ans, qui me disent ah, c'est grâce à vous que... Ah, en fait, c'est surtout grâce à eux, c'est eux qui ont bossé, mais peut-être effectivement que j'ai vous avez donné quand même vachement envie. Voilà. Ouais. Je vais vous montrer la star, si vous ne la connaissez pas encore, la star des vulgarisateurs scientifiques sur les réseaux sociaux, c'est Dr Nozman. Près de 5 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Comme vous, il y a des expériences, évidemment. Ça cartonne chez les plus jeunes. Vous regardez ou pas? Oui, absolument. Ça vous plaît? Oui, c'est très bien fait. Vous avez fait aussi... Depuis le début, je le suis depuis le début. Depuis le début, ouais. Vous avez fait aussi une vidéo l'an dernier avec Micode, près de 2 millions d'abonnés. Tout à fait. Alors, il a 26 ans, lui aussi, il fait des vidéos sur plutôt les enjeux du numérique, de son côté. Et il a sûrement grandi, bien sûr, avec ses pas sorciers, j'imagine qu'il vous l'a dit aussi. On est tous de la même trempe, on est nés avec vous. C'est ça aussi le secret pour durer. Mais Micode, c'est vraiment, c'est très très pointu. Donc, tout à l'heure, on évoquait les fake news et tout. Là, on est avec un youtubeur qui est extrêmement pointu. Moi, j'ai fait quelques vidéos avec lui. Je suis allé dans leur studio tourner des émissions. C'est high level. Mais oui, vous avez l'air étonné à chaque fois qu'il y ait des choses high level sur les réseaux. Mais en fait, oui, il y en a. Moi, je ne suis pas étonné, moi. S'associer, en tout cas, c'est ça le secret, s'associer effectivement aux créateurs de contenu aujourd'hui. Oui. Bon. Il y a bien sûr Épicurion, on en a parlé, votre chaîne YouTube maintenant depuis 6 ans, plus de 2 millions d'abonnés. On gagne mieux sa vie sur les réseaux sociaux ou pas qu'à la télé? Non, pas mieux. Ah ouais? Autant? Non. Mais je ne sais pas combien vous gagnez en dehors des réseaux sociaux, donc je ne peux pas vous dire. Ouais. Donc, je parle de vous. Voilà. Mais non, moi pas plus. Allez, vos réactions sur le hashtag Pure Média l'hebdo. On parlait fake news en début d'émission. On va parler maintenant de parodies, d'infos détournées, mais d'infos aussi avec le patron du Gorafi, c'est Sébastien Liébus, qui dirige ce site satirique et qui devient maintenant un journal papier, un mensuel de 16 pages vendu en kiosque et à la criée. Regardez. Premier journal en papier qui n'est pas détenu pour Vincent Bolloré. Sont donné sources contradictoires. Gorafi numéro 1, Gorafi numéro 1. Michael Jackson s'est réveillé. La mairie vote, ça y est, pour l'encadrement de prix d'un café. C'est la première fois que je vais vendre un vrai journal avec des vraies infos dans ce journal en papier Gorafi. Déjà moi-même, je trouve le Gorafi qui est un journal génial. Quand j'ai envie de rigoler, je lis aussi le Figaro. Le nouvel journal Gorafi, Gorafi, ça y est, numéro 1, il est sorti. Ça y est, Jordan Bardella fait le ramadan. Il a loupé quelques jours. Bonjour Sébastien Liébus, merci d'être avec nous, patron du Gorafi. Voilà, joli coup pour cette promo. C'est Ali qu'on vient de voir à l'instant. Ali qui était le dernier vendeur de journaux à la criée, beaucoup dans Paris évidemment, décoré d'ailleurs récemment par le président Macron. Il a toujours vendu le monde et désormais c'est le Gorafi. Exactement, un journal de référence. S'il en est un, c'est celui-là qu'il faut vendre à la criée. Bah bien sûr que le journal de référence, alors à la une donc, de cette version papier, le Gorafi devient le premier média à lancer une édition papier. Effectivement, c'est un pari quand même, franchement, c'est pari inversé quoi. Ah mais je pense que plusieurs autres médias vont nous suivre et je ne serais pas surpris Lesquels je ne sais pas, moi je ne serais pas surpris que dans quelques jours, Libération, Le Figaro fassent pareil et qu'on découvre une version papier de Libération, une version papier du Figaro. Je ne serais pas étonné. Il faut qu'il trouve un titre aussi bon quand même, parce que évidemment, quand on lit Gorafi, pour ceux qui n'auraient pas complètement compris, c'est Figaro dans le désordre. Mais oui, scandale, avec les mêmes codes, couleurs, l'infographie, la totale. Bah oui, non, mais franchement. Mais d'ailleurs, pourquoi avoir fait une parodie du Figaro et pas justement du Monde ou de Libé? Moi, c'est ce nom Gorafi qui m'est venu en tête, mais depuis très longtemps. Souvent, je cite en référence, on est en 2004. Ou 2003, je ne sais plus, c'était au moment des manifestations des intermittents du spectacle. Et je voyais les articles du Figaro qui étaient d'une violence sur les intermittents du spectacle, mais des propos vraiment outranciers. Et mon grand rêve, c'était de coller sur les murs de Montmartre une espèce de pamphlet avec justement le logo Figaro que j'aurais transformé en Gorafi.
Bon, ça n'a pas dépassé le stade d'un document Word sur mon ordinateur, mais des années après, en 2012, quand je décide de créer une parodie, un journal parodique, il y a ce nom qui revient en tête. Et c'est vrai que les 2 premiers jours, on va dire, j'ai vraiment fait une parodie du Figaro, parce qu'ils étaient vraiment sur un axe ultra sarkozyste. Donc je voulais moquer ça, mais au bout d'un moment, je me trouvais un petit peu restreint et j'avais envie d'élargir le spectre de la blague, en quelque sorte. Du coup, j'ai choisi de faire une parodie de médias, pas juste une parodie du Figaro. Oui, c'est vrai, vous foutez de nous, quoi, en fait. Très gentil. Ami journaliste. Philippe Bailly qui nous a rejoint, économiste des médias, et qui feuillette le Gorafi, tout comme l'a fait effectivement Jamy. J'admire parce que vous allez bien au-delà du Figaro, vous êtes carrément union des droites. Éric Ciotti propose à Christian Estrosi un poste de surveillant de baignade. Vous dites, eux sont sarkozystes, vous élargissez, vous accueillez toute la famille. C'est courageux de la part d'Éric Ciotti de faire ça, je trouve, et ça montre qu'il est pas rancunier du tout. Après sa victoire... C'est peut-être pour le noyer aussi. Hein. Après sa victoire, Grégory Doucet propose de transformer Jean-Michel Aulas en compost. C'est absolument magique. Les titres sont complètement dingues. Ça a toujours été le cas, effectivement, des titres très drôles, très forts. Mais on ne savait pas dans la version, effectivement, réseaux sociaux, Internet, si je puis dire, qu'il y avait des articles. Pour ça aussi. Mais il y en a toujours eu depuis, oui, il y en a toujours eu. 12 ans, depuis 14 ans. Mais on me dit souvent, c'est quoi le secret d'un titre Gorafi? Et moi, je dis, en fait, le titre Gorafi se base sur la musicalité du titre de presse. C'est-à-dire que c'est des titres que vous entendez en permanence, que vous lisez en permanence. Et nous, on va reprendre cette musicalité, on va changer, faire une inversion de sujet, changer un mot ou deux, mais vous retrouvez cette musicalité, ce qui fait que votre cerveau, il a déjà entendu ce titre quelque part, il reconnaît la musique, mais il sent qu'il y a quelque chose de louche. Mais le temps que vous ayez déjà réfléchi, vous avez déjà cliqué sur le lien, et nous, on a revendu toutes vos données sur le dark web. Un carton absolu, effectivement, 4 millions d'abonnés, le Gorafi, je parle en l'occurrence des réseaux sociaux, 110 millions de vues par mois. Et cette version papier qui vient de sortir, donc un mensuel, c'est le premier numéro. Ça. Effectivement, 6,99 pour ceux qui cherchent. 5,99 en abonnement, donc c'est moins cher en plus, c'est important à savoir. Et 16 pages, 100% inédit, rien que de ce que vous avez lire là-dessus n'a été publié sur le site. Je disais en amont, c'est quand même un pari inversé, ça, Philippe. C'est un pari inversé, c'est un double pari du côté des lecteurs, mais aussi d'ailleurs leur capacité à acheter même le titre. C'est pas comme un ordinateur ou une appli sur lequel on a juste un clic à faire. Là, il faut aller trouver un kiosque. Il y en a 6000 de moins en 10 ans. Oui. Un quart qui ont disparu. Comment vous allez faire? Et comme je vous disais, il est proposé à l'abonnement. Donc vous pouvez directement vous abonner sur notre site. Et après, il y a la distribution en kiosque. Mais beaucoup de gens nous disent qu'il y a ce côté paradoxal de se lancer en papier au moment où la presse elle-même a beaucoup de difficultés. Il y a encore un mois, vous avez la rédaction du Washington Post qui a été sabrée en deux. Vous avez Prisma Presse, pareil, qui a perdu énormément de leur rédaction. Donc la presse, la vraie presse va mal. Presse papier va très très mal. Et je discutais avec nos confrères de The Onion, qui est l'équivalent du Gorafi aux États-Unis. Et eux aussi, ils ont relancé leur version papier, qui marche très bien. Et ils ont des résultats proches des vrais journaux américains avec quasiment 60 000 abonnés payants au papier. Et ils étaient effarés de voir à la fois cette presse traditionnelle qui s'effondre et la presse, on va dire, satirique, qui résiste et qui devient pour eux une sorte de refuge, surtout par rapport à Trump aujourd'hui. Mais il y a une catharsis, un refuge, une envie d'oublier un petit peu le monde qui nous entoure, qui devient un peu anxiogène, un endroit où on peut rire. On parle de fake news depuis le début de cette émission. Évidemment, tout cela est un peu dangereux. En tout cas, on s'interroge. Et tant mieux, à l'heure de l'IA, on voit qu'on peut manipuler, inventer des photos, des images. Comment on apprend à faire la différence, Sébastien Lébus? Alors, c'est nous, dans nos titres, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est-à-dire que nos titres sont vraiment outranciers. Il y a un petit touche d'humour qui vous fait dire que voilà, ce que vous lisez n'est pas forcément authentique. Après, pour les gens, au jour le jour, il s'agit déjà de vérifier où est-ce qu'ils lisent une information, de s'assurer qui tire un petit peu les ficelles. Ouais. Par exemple, si vous tombez sur une information qui est vraiment douteuse sur, je ne sais pas, une information sensationnelle sur le président de la République ou un Premier ministre, en fait, il faut regarder où est-ce que c'est publié, à qui profite le crime. Alors, ça aussi, c'est intéressant parce que souvent, quand on déroule la pelote, on comprend d'où ça peut venir. N'empêche que certains politiques se sont fait piéger. En 2014, sur la loi sur la famille, vous publiez ce tweet. Je lis. Flash loi sur la famille. Le gouvernement refuse de parler de recul, mais de stratégie provisoire d'avancement à potentialité différée, qui est totalement repris quelques heures plus tard par Christine Boutin sur BFM TV. Regardez. Non.
Mais je ne crois pas qu'il s'agit du tout d'une victoire, puisqu'il s'agit simplement d'un recul pour une année. Ce n'est pas du tout un projet abandonné. Et moi, je pense, du reste, j'ai pris un petit papier parce qu'on parle du côté du gouvernement de stratégie provisoire d'avancement à potentialité différée. C'est tellement complexe que je vais vous le prendre exactement le titre. Non, mais c'est complètement fou. Il y a zéro... Comme quoi, on peut tous se faire piéger. Exactement. Mais à l'époque, en plus, on n'est pas un site très connu. Ça fait 2 ans qu'on existe. Donc, moi, je fais... proche de Christine Boutin, vous. Non, mais on lance la chose et on me dit, il y a Christine Boutin qui vient de parler de vous à BFM. Et moi, au début, quand on me dit ça, je comprends qu'elle a parlé de nous en mode comme une blague, en fait, de nous faire référence. Je ne m'attends pas à ce qu'elle cite complètement l'étendue de notre tweet au premier degré, avec son petit post-it qu'elle a recopié. Enfin, je suis vraiment stupéfié. Et ça nous a fait une publicité énorme. Jamie Gourmaud, Sébastien Liébus, le patron du Gorafi, version numérique et version papier, donc, qui répond à toutes les questions des téléspectateurs dans un instant. Mais avant cela, eh bien, si vous êtes abonné à Netflix, tendez l'oreille. Voici l'œil de Philippe Bailly. Alors Philippe, mauvaise nouvelle pour ceux qui sont abonnés Netflix. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les prix vont augmenter. C'est même déjà le cas aux États-Unis. $1, $2 selon les forfaits. Et puis l'habitude, c'est que ça traverse l'Atlantique de l'ouest vers l'est et ça tardera pas à arriver. La dernière fois, en 2025, c'était à peu près au bout de 4 mois. Et puis le deuxième effet, le train qui cache le premier, c'est sans doute que Prime Video, Disney, Paramount, etc. risquent de suivre. Généralement, ça se passe comme ça. Donc tout ça, pas bon pour le portefeuille ? Pas très bon, enfin particulièrement si vous êtes totalement publiphobe. Depuis 2014, les prix de Netflix en France, ça a augmenté 6 fois et c'est passé de 12 € à 22 € par mois. Donc ça fait de plus en plus mal au portefeuille. La bonne nouvelle, c'est que si par contre 4 ou 5 minutes de pub par heure, ça ne vous effraie pas, il y a maintenant un forfait avec pub qui est nettement plus abordable, 8 € par mois. Donc voilà, choisissez votre camp. Si vous n'êtes pas publiphobe... Dites donc, entre 8 et 22 € quand même, c'est le grand écart. Oui, c'est le grand écart, mais c'est volontaire. Il y a d'un côté la formule très accessible à laquelle tout le monde peut souscrire et qui crée en quelque sorte de gros bataillons à aller proposer aux annonceurs via la publicité. Et puis pour les puristes et ceux qui ont des moyens, il y a effectivement le très haut de gamme, le super premium, plus d'une super image, super son, davantage de flux simultanés et ça. Mais encore une fois, c'est plus cher. Et ça marche, ce forfait avec pub ? Écoutez, en tout cas, oui, maintenant, en France, il y a à peu près un Français sur 3 qui est abonné à au moins un forfait avec pub, donc celui de Disney, celui de Netflix ou celui d'Amazon. Donc ça fait des gros bataillons côté utilisateurs. Du côté de Netflix ou des plateformes, c'est un peu plus balancé. Leur risque, c'est que s'ils poussent trop loin le curseur, à la fin, tous ceux qui avaient ces abonnements premium se désabonnent ou en tout cas se rabattent vers le forfait moins cher. Pas bonne nouvelle pour eux, ça fait perdre des revenus. Le deuxième risque, c'est que à la fin, finalement, on privilégie l'original à la copie, c'est-à-dire quitte à avoir de la pub, à en avoir carrément, à aller vers TF1+, M6+, etc., qui sont de plus en plus ambitieux, qui ont augmenté leur niveau de jeu, comme on dit en foot, en termes d'offres et de volume de programmes. À la fin, quand même, de quelque chose qui était un divertissement, la télévision, on finit par devenir très compliqué, il faut faire des tactiques, il faut compter, etc. Enfin bref, on est un peu loin du pur divertissement et du coach potato. Oui, c'est plus le thriller en fait. Dans Pure Média Hebdo, vous savez, on s'intéresse à tous les médias, évidemment, les plateformes, les réseaux sociaux. Et nos caméras étaient il y a quelques jours dans les coulisses de Culture Clash. C'était à la scène musicale. L'idée, c'est de mélanger évidemment les champions de jeux télé avec des streamers et des créateurs de contenu pour un immense concours autour de la culture générale. Et Morgane Pierson et Noah Citerne étaient pour nous en coulisses. Bonjour à tous, bonjour à tous. On n'est pas des remplaçants, on n'est pas là pour dire ça pue ce que vous faites à la télé parce que c'est pas vrai. Il y a vraiment des contenus de culture générale, je trouve, en France qui sont très bien et qui sont hyper agréables à regarder. Bien évidemment, je suis très grand consommateur de questions pour un champion, je suis un consommateur du quiz des champions qui, je trouve, est une super émission. Je regarde les 12 coups. En fait, bien évidemment que quand tu regardes toutes les émissions de culture générale, tu vas forcément t'inspirer un peu. Mais je trouve qu'on a quand même eu des bonnes idées parce qu'on a eu des trucs qui ont été assez peu faits,
parce que dans les primes de célébrités, et ben je trouve que les célébrités, elles sont pas autant mises en avant que ce qu'on essaie de faire avec Culture Clash. On essaie vraiment de les faire participer et tout, quoi. Et c'est pas facile. Quelle région chinoise a donné son nom à une appellation de poivre? C'est le poivre Sichuan. Et c'est le Sichuan, un petit point. J'avais envie de faire un truc un peu nouveau. En fait, je me suis dit, le milieu des champions de télé et le milieu des streamers et des créateurs de contenu est pas assez mélangé. Et en plus, les gens ont l'impression que les streamers et la culture internet, c'est de la sous-culture. Et du coup, je me disais, c'est trop cool de mélanger un peu les deux et de se rendre compte que parfois, les streamers vont pouvoir répondre à des questions que les champions n'ont pas. Et que des fois, les streamers vont devoir aider les champions. Et c'est comme ça que Culture Clash est venu dans ma tête. Et c'est Vincent! Et c'est Vincent! Et c'est Vincent! Quelle performance! Quel match! Les deux sont immenses! Voilà, Culture Clash qui reviendra donc pour une 4e édition en février 2027 et c'est sur Twitch. Il y a eu des questions de téléspectateurs aussi pour vous, Sébastien Liébus, mais très rapidement, juste, est-ce que vous recrutez? Alors nous, on recrute, mais c'est souvent du bouche à oreille. Quel profil? Journaliste, Alors, humoriste? plutôt des gens qui connaissent un peu l'univers de comédie et qui ont une expérience justement sur ce genre d'articles de The Onion, par exemple, Dailymash et puis d'autres confrères à l'étranger. Mais souvent, on va plutôt nous dire « je connais quelqu'un » plutôt que nous recruter comme ça de manière un petit peu plus libre. Pour vous, Jamy, ça? C'est une gymnastique. J'aurais adoré, mais c'est une vraie gymnastique, un regard que vous devez avoir en permanence sur l'actualité pour comment je vais le détourner. Vous parlez de musicalité autour des titres. C'est vraiment un état d'esprit qui doit vous accompagner du matin au soir. On est les seuls à faire ce genre de truc en France, en fait. C'est un humour qui est particulier, qui est subtil, qui est recherché. On est à l'opposé de l'humour, on va dire, franchouillard. Quand je dis franchouillard, c'est pas du tout péjoratif, mais vraiment différent de ce genre. On n'a plus le temps. On aimerait discuter des heures avec vous. Allez, chaque semaine dans Pure Média, l'hebdo, nos conseils sur les programmes à ne surtout pas rater. Et c'est évidemment signé Thierry Dagiral. 3 recos cette semaine et pas une de plus. Côté plateforme, vendredi prochain, le retour de la série culte des années 2000, Malcolm, rien n'a changé. On me reconnaît à peine. Normal. Tout a complètement changé pour moi. 4 épisodes de 30 minutes chacun pour la suite de la célèbre sitcom. On avait quitté Malcolm à 18 ans. Il est aujourd'hui père d'une petite fille. J'ai une copine. Et la plus belle chose au monde, ma fille, Léa. Arrête, ça me gêne. Ma vie est fantastique. Tout ce que j'ai à faire, c'est rester le plus loin possible de ma famille. Et après 7 saisons, la série s'est arrêtée en 2006. Le comeback, c'est donc le 10 avril sur Disney+. À la télé demain soir, lundi 21h sur Paris Première, ce doc inédit Tous complotistes. Pompidou était un hybride extraterrestre. Pourquoi certains croient en ces théories et les conséquences sur notre société? Je suis complotiste. Avec des interviews de Jean-Marie Bigard, Didier Raoult, Agnès Buzyn ou Francis Lalanne. Vous n'avez pas en Russie des gens qui sont missionnés toute la journée pour véhiculer la propagande du gouvernement, comme c'est le cas en France. C'est drôle, mais pas que, et c'est demain soir donc. Enfin sur Netflix, sera lancé jeudi Bandit. Son coup malade, Comment t'as pu arriver jusqu'ici? J'avais pas le choix. Ça se passe en Martinique, une histoire de famille qui vire au drame, à la fois western et thriller. Mais surtout, la série est signée Éric Rochant, le cinéaste à qui l'on doit Le Bureau des légendes, Bandit, à découvrir dès le 9 avril. Et c'était donc les purs recos de la semaine. Merci beaucoup Hugues Dago, Philippe Bailly, merci 1000 fois. Jamy Gourmaud, un plaisir de vous recevoir également. Votre chaîne YouTube est sur TikTok Épicurieux, Le Monde de Jamy, évidemment sur France 5. Et puis votre premier roman, Les ailes de la forêt, paru chez Albin Michel. Sébastien Liébus, merci également. Logographie, ce site qu'on ne présente plus, mais qui sort donc en édition papier dans tous les kiosques, ce mensuel. Et puis bien sûr, on continue de vous suivre évidemment sur les réseaux. Toujours, Logographie vit. L'émission est en replay sur notre chaîne YouTube, Pure Média et sur t18.fr. Bon dimanche de Pâques à tous. Salut.